Bonjour tout le monde, ici Jean-Raphaël pour vous expliquer la matière portant sur la dynamique de rotation. Alors avant qu'on commence avec la dynamique de rotation, faisons un bref rappel de la dynamique de translation. Alors on avait déjà vu la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton stipule que lorsqu'une force nette, c'est-à-dire que quand on fait la somme des forces, la somme des forces égale autre chose que zéro, donc on a une force résultante. Mais quand on a une force résultante appliquée sur un objet, cet objet subit une accélération. Donc la force nette ou la force résultante ou la somme des forces, ce sont tous des synonymes. La force nette est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Et c'est une équation qui est vectorielle, c'est-à-dire que l'accélération de l'objet, l'accélération que va subir l'objet, va être dans le même sens, dans la même orientation que la force résultante appliquée. Donc, dans cette équation-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la force, ou la force résultante. Essentiellement, c'est la capacité à modifier le vecteur vitesse d'un objet. Donc, ça peut être soit que l'objet se déplace de plus en plus vite ou de moins en moins vite, là, selon qu'il y a une accélération ou une décélération. Mais ça peut être aussi un changement de direction, là, parce que c'est une modification du vecteur vitesse. Donc, on peut changer son module et ou son orientation. Donc, ça peut être une force centripète qui produit une accélération centripète. L'accélération, donc essentiellement, c'est carrément la modification du vecteur vitesse là, par rapport au temps. Et finalement, le m dans l'équation, c'est la masse, mais au niveau physique, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle l'inertie. Donc l'inertie, qui est égale à la masse ici, c'est essentiellement la résistance de l'objet à une modification de son vecteur vitesse. Donc pour une force résultante donnée, plus la masse est grande, donc plus l'inertie de l'objet est grande, plus l'accélération va être petite. À l'inverse, si on a un tout petit objet, donc une faible inertie, ben en appliquant une force nette donnée, on va produire une grande accélération. Donc, il y a l'effort, la capacité à modifier la vitesse d'un objet, ça c'est la force. L'accélération, ça va être la modification de la vitesse. Et l'inertie, c'est le facteur de proportionnalité, là. Donc, plus l'inertie est grande, plus la force doit être grande pour produire la même accélération. Ou inversement proportionnel avec l'accélération, là. Donc, plus l'inertie est grande, plus l'accélération est faible. Ça dépend avec quoi on compare, là. Mais essentiellement, c'est cette relation-ci qu'on avait en dynamique de translation. Donc, cette équation décrit des mouvements de translation. Là, on parle de les vitesses, là, ça va dans une direction. La direction peut changer, comme je le mentionnais, ça peut être des mouvements circulaires ou autres, mais c'est toujours le déplacement de l'objet qui peut être décrit avec cette équation. Mais la deuxième loi de Newton s'applique aussi en rotation, donc un objet qui tourne sur lui-même ou qui pourrait faire les deux. Là. Il pourrait se déplacer avec une rotation intégrée. Là, par exemple, si vous lancez un marteau au bout de vos bras, le marteau va se déplacer, donc il va avoir un mouvement de translation qui peut être décrit là, avec l'équation qui est en haut de la page. Donc la force totale va être égale à la masse fois l'accélération de l'objet. Mais on aurait aussi le marteau, il tournerait sur lui-même. Donc il y aurait une rotation en plus de ça. Donc, comment on va la décrire, cette relation-là, avec la rotation avec la deuxième loi de Newton? On va utiliser une équation semblable, mais avec des variables différentes. Donc, la dynamique de rotation, c'est ce qu'on va s'attaquer ici. Euh, donc, comme je le disais, c'est une logique similaire, mais c'est des paramètres différents. L'équation, au lieu d'être la force nette qui est égale à l'inertie fois l'accélération angulaire, mais c'est cette équation. Donc le moment de force nette est égal au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, on va rentrer dans le détail de tous les termes, là, juste pour préciser avant au niveau des lettres. Donc, ici, c'est un I majuscule pour le moment d'inertie. C'est la lettre grecque alpha pour l'accélération angulaire qu'on avait déjà vu là, quand on faisait la dynamique du mouvement circulaire ou la cinématique là, du mouvement circulaire ou la cinématique de rotation. Donc, c'est un terme qu'on connaît déjà. Et à gauche ici, c'est la lettre grecque tau minuscule. Essentiellement, c'est la lettre pi avec une patte de moins, là, si vous préférez. Là. Donc, c'est l'équivalent de la lettre T en grec ancien. Donc, tau net est égal à I fois alpha. Donc, tau net, c'est le moment de force net. Donc, ce n'est pas une force, c'est un moment de force. Ça, c'est la capacité à modifier la vitesse angulaire d'un objet.
Donc, quand on parle de rotation, ça ne sera plus des déplacements, ça ne sera plus des translations, ça va être des rotations. Donc, c'est la vitesse angulaire. Si on fait changer la vitesse angulaire, donc on produit une accélération angulaire ou une décélération angulaire, mais pour faire ça, pour obtenir ça, il faut avoir un moment de force net. L'accélération angulaire alpha, donc, c'est essentiellement la modification de la vitesse angulaire de l'objet. Et finalement, au lieu d'avoir une inertie, qui était la masse, ici c'est un moment d'inertie. C'est le même principe, donc c'est la résistance de l'objet à une modification de sa vitesse, mais cette fois-ci c'est à une modification de sa vitesse angulaire. Alors même principe, on a quelque chose qui peut produire une modification de vitesse, sauf si c'est une vitesse angulaire, puis on a quelque chose qui va résister à ça, qui va être l'inertie, ou dans ce cas-ci le moment d'inertie. Là, ça fait quelques fois que je mentionne le terme moment, moment de force et moment d'inertie. Il faut comprendre que le terme moment en physique, ça n'a rien à voir avec une durée, ce n'est pas du temps. Le terme moment est utilisé dans plusieurs concepts en physique, souvent associés à des rotations. Donc en physique, c'est quoi un moment? C'est la combinaison d'une grandeur physique et d'une distance. Donc, un mélange de quelque chose et d'une distance par rapport à un point ou par rapport à un axe de référence, ça va nous donner un moment. Puis quand je dis combinaison d'une distance avec quelque chose d'autre, cette combinaison-là mathématique, c'est souvent un produit, là, donc une multiplication, mais des fois, c'est des opérations plus complexes qui vont souvent impliquer un produit. Là. Donc, il va y avoir un produit à l'intérieur, mais ça se peut qu'il y ait une intégrale aussi, ou ça se peut qu'il y ait autre chose. Et comme je le disais, un moment, c'est associé à une rotation la plupart du temps, ou à une rotation qu'il aurait pu avoir. Juste quelques exemples de moments, juste pour les mentionner. Donc, il en existe différents types. On a moment statique. Moment statique, essentiellement, c'est le produit d'une aire avec une distance. Il y a le moment quadratique, qui est le produit d'une aire avec le carré de la distance. Quand je dis produit, euh, des fois c'est plus complexe. Là, il peut y avoir des intégrales au travers, mais l'opération sous-jacente, l'opération principale, c'est une multiplication. On a le moment d'inertie que je mentionnais dans la diapositive précédente. Donc, c'est une combinaison de la masse et du carré de la distance. On va décrire ça plus tard. Le moment de force, qu'on va décrire aussi plus tard, c'est une combinaison entre une force et une distance. Encore une fois, toutes les distances, c'est des distances par rapport à un axe. Donc, par rapport à un axe de rotation. Quand on veut faire tourner un objet, on le fait tourner par rapport à quelque chose. Donc, on va le voir le détail tantôt, mais si la force est plus ou moins loin de l'axe de rotation, mais ça va occasionner un moment de force plus ou moins grand. D'autres exemples, il y a le moment cinétique qui combine la quantité de mouvement et une certaine distance par rapport à un axe. Il y a le moment dipolaire électrique, concept que vous allez voir dans le cours électricité et magnétisme, moment magnétique que vous allez aussi voir dans ce cours-là. Et il y en aurait d'autres. Le terme la notion de moment est utilisée aussi en physique quantique, par exemple. Donc des moments, il y en existe différentes sortes. Nous, on va s'attaquer au moment d'inertie, au moment de force. Ce qui est important de savoir, c'est que ça n'a rien à voir avec du temps. On ne parle pas de durée, c'est juste une combinaison entre une inertie distance ou une force et une distance essentiellement pour notre moment d'inertie et notre moment de force. Alors si on revient à la dynamique de translation, donc la deuxième loi de Newton appliquée en rotation, l'accélération angulaire, pardon, alpha, on l'a déjà vu, donc on sait c'est quoi. Maintenant, il reste à s'attaquer aux deux autres termes. On va commencer par le moment de force. Donc le moment de force qui est une capacité à modifier la vitesse angulaire d'un objet. Donc si un objet est immobile puis je veux le faire tourner, ben, j'aurai besoin de produire un moment de force. Même principe si l'objet est déjà en train de tourner puis je veux l'arrêter. Donc on a besoin d'un moment de force aussi. On a besoin d'un moment de force pour modifier une vitesse angulaire. Alors, moment de force, dit dans d'autres mots, c'est l'effort de rotation. C'est comme l'équivalent d'une force, mais pour une rotation, qui est appliquée sur un objet, toujours par rapport à un point ou par rapport à un axe. Donc, on tourne par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport au centre de masse d'un objet, mais l'objet pourrait être fixé à un point pivot, par exemple la penture d'une porte. La porte, quand elle tourne par rapport à ses gonds, donc par rapport à où elle est fixée. Donc, on va calculer le moment de force par rapport à ça pour trouver l'accélération angulaire par rapport au pivot de la porte. Donc la définition d'un moment de force, c'est un produit, comme je mentionnais tantôt, tous les moments, c'est des produits, mais c'est un produit vectoriel entre la distance et la force. C'est quoi un produit vectoriel? C'est une opération mathématique qui existe entre deux vecteurs.
Dans le cadre du cours, on a déjà parlé d'addition de vecteurs ou de soustraction de vecteurs, la soustraction étant l'addition de l'opposé, mais on peut aussi multiplier des vecteurs ensemble. Et en fait, la multiplication de vecteurs, c'est pas comme avec des scalaires, là, 5 fois 9, ce qui donne 54. Euh, Avec des vecteurs, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, il n'existe pas juste une façon de multiplier des vecteurs, il y en a quelques-unes. Et dans le cadre de notre cours à nous, on va toucher seulement à deux, donc le produit vectoriel et le produit scalaire. Produit vectoriel et produit scalaire, ce sont deux opérations, deux multiplications, ou quelque chose qui ressemble à une multiplication, qui s'appliquent sur des vecteurs, mais ce sont deux opérations différentes. Alors, avant d'aller plus loin, juste mentionner ici que quand on multiplie des vecteurs ensemble, comme il existe plus qu'une sorte de multiplication, il faut spécifier de laquelle on parle. Donc, quand on va utiliser le X, si vous voulez, ou la croix, là, donc le symbole de multiplication qu'on apprend au primaire, ça veut dire qu'il s'agit d'un produit vectoriel. Donc, on a deux vecteurs et la réponse, le produit qu'on va faire, on va obtenir un autre vecteur. Donc, le produit vectoriel, c'est une opération que vous allez voir plus en détail dans votre cours de mathématiques, algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Nous, dans le cadre de notre cours, jusqu'à la fin de la session, quand on va faire des produits vectoriels, on ne va pas trouver c'est quoi la direction du résultat, on va seulement trouver le module du résultat. Donc, au lieu de que je vous explique c'est quoi un produit vectoriel de façon complète, je vais seulement vous présenter comment trouver le module du résultat. Donc, avant que je vous présente cette équation-là, c'est quoi les termes? Donc, taux à gauche, là, la lettre grecque taux, c'est le moment de force, c'est ce qu'on va chercher à trouver. F, c'est la force. Ça, d'habitude, ça va assez bien. Quand on a une force qui s'applique sur un objet, puis on veut savoir c'est quoi le moment de force de cette force-là, ben c'est la force qu'on prend. Et le vecteur D, mais il faut le définir. C'est une distance, mais ce n'est pas n'importe quelle distance. Le vecteur D, il commence au point ou à l'axe de rotation et il va se terminer, donc la pointe de la flèche du vecteur D va être à l'endroit où la force F est appliquée. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le moment de force va dépendre, oui, de la force, mais il va dépendre d'où est placée la force par rapport au point de rotation. Donc, le vecteur D part de l'axe de rotation et se termine au point où la force s'applique. On va avoir des exemples pour que ce soit visuel dans quelques minutes, mais je tenais quand même à le définir clairement, ce vecteur distance-là. Maintenant, comme je le mentionnais, c'est plus le module du moment de force qui va nous intéresser. Donc, comment on fait un produit vectoriel pour obtenir le module? En fait, on va prendre le module du vecteur distance multiplié par le module de la force, multiplié par le sinus de θ. Et θ, c'est quoi? C'est un angle, évidemment, mais lequel? C'est l'angle entre la direction du vecteur D qu'on vient de définir et la direction de la force F. Donc, un moment de force, ça dépend de trois choses. Ça dépend de la force, ça dépend de la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation, et ça dépend de l'angle entre la force et le vecteur distance. Donc, l'orientation de la force, la valeur de la force et la position, le point d'application de la force, trois choses qui influencent le module du vecteur moment de force. Donc, maintenant que c'est défini, allons-y avec quelques petits exemples pour illustrer le tout. C'est très visuel, le concept d'un moment de force. Alors, on va commencer avec un exemple simple. 4 façons d'ouvrir une porte. Alors, on a une porte large de 1 mètre. Ici, ce sont 4 images de la même porte, là, vue du dessus. Donc, une porte large de 1 mètre est tirée par une force de 100 newtons de 4 façons différentes. Donc, c'est la même force, mais on l'applique à des positions et à des orientations différentes. Et on veut calculer le moment de force dans chacun des 4 cas. Alors, juste pour préciser, dans l'image des 4 portes, le point P, c'est le point pivot de la porte. Là, donc, c'est là que la porte est fixée au mur. Là, ça serait les pentures là, de la porte qui sont à cet endroit. Et on connaît donc différents angles pour la force et différentes distances. Donc la porte est longue de 1 mètre, mais des fois, la force n'est pas appliquée là, à l'extrémité de la porte. Et on va chercher le moment de force dans chacun des cas. Alors commençons avec la situation A, donc la situation de gauche. Ici,
Dans les quatre cas, on va toujours prendre la même équation. C'est la seule qu'on a vue pour l'instant pour trouver le moment de force. Donc, le moment de force dans la situation A, c'est toujours la valeur de la distance fois la valeur de la force fois le sinus de l'angle entre la direction des vecteurs D et F. Donc, on va commencer par illustrer D. D, c'est quoi? On part du point de rotation, donc les pivots de la porte, et on se termine au point d'application de la force. Donc ça, c'est notre vecteur D qui va avoir une valeur, son module, c'est 0,6 m dans ce cas-ci. La force, on l'avait dit, c'était dans l'énoncé, une force de 100 newtons. Et l'angle θ, c'est l'angle entre la direction du vecteur D, donc le vecteur D, le vecteur distance D, va vers le haut là, dans l'image, et la force F va vers la gauche. Donc l'angle, en fait, c'est cet angle-là, c'est l'angle de 90 degrés qui était déjà indiqué. Donc, si on prenait le vecteur D et on veut le tourner pour qu'il soit dans la même orientation que le vecteur F, il faudrait tourner de 90 degrés. Donc, c'est ça l'angle θ dans notre équation. De combien de degrés on doit tourner D pour qu'il soit aligné avec F. Alors, si on met nos valeurs là-dedans, 0,6 m pour la distance, 100 newtons pour la force et 90 degrés pour l'angle, ça nous donne donc un moment de force de 0,6 fois 100 fois 1, c'est-à-dire 60. Et les unités, c'est des mètres pour la distance et des newtons pour la force, donc ça va donner des newtons fois mètre. Donc, il n'y a pas d'unité autre que ça pour le moment de force, c'est des newtons fois des mètres, ou ça peut être des newtons fois des centimètres, ou des kilonewtons fois des mètres, là, selon les unités qu'on a, mais il n'y a pas d'unité spéciale pour le moment de force. Allons-y maintenant avec la deuxième situation. Donc, notre porte dans la situation B, la force est appliquée à l'extrémité complètement, avec un angle de 130 degrés. Alors, on reprend la même équation. Moment de force dans la situation B, c'est le vecteur distance qui part du point de rotation et qui se termine au point d'application de la force. Donc, sa longueur va être de 1 mètre. La force, c'est 100 newtons. Et c'est quoi l'angle qu'on prend? Ça ne sera pas 130. Pour que mon vecteur D soit aligné avec le vecteur F, c'est le 50 degrés que je dois tourner. Donc, on continue le vecteur D pour avoir sa direction. Donc, le vecteur D va vers le haut et le pointillé mauve devrait tourner de 50 degrés en sens anti-horaire pour être aligné avec la force. Donc, c'est cet angle-là qu'on met dans notre équation. 1 mètre fois 100 newtons fois sinus de 50 degrés, ça nous donne un moment de force de 76,6 newton-mètre. Troisième situation, même principe, on va aller un petit peu plus rapidement maintenant. Donc, le moment de force dans la situation D, toujours une fois, c'est la valeur de la distance fois la valeur de la force fois le sinus de l'angle entre les deux orientations. Notre vecteur D part des gonds de la porte, donc des pentures, jusqu'au point d'application de la force. Le vecteur D va vers le haut et on devrait tourner pour s'aligner avec F de 110 degrés cette fois-ci. Donc 0,8 m pour la distance fois 100 newtons pour le module de la force fois le sinus de 110 degrés. Ça nous donne un moment de force de 75,2 newton-mètre. Et enfin, dernière situation, toujours D fois F fois sinus de l'angle. Ici, notre vecteur D a une longueur de 0,5 m. L'angle en question, c'est le 78 degrés qui était déjà indiqué sur la figure. Et on obtient une valeur pour le moment de force de 48,9 newton-mètre. Maintenant qu'on a vu comment calculer la valeur du moment de force, on va considérer les signes aussi. Parce que quand on faisait des sommes des forces, quand on faisait la dynamique de translation, on faisait la somme des forces en X, la somme des forces en Y, qui était égale à la masse fois l'accélération, selon que la force était dans le sens positif de l'axe ou négatif de l'axe, la composante pouvait être positive ou négative. Mais pour le moment de force, ça va être le même principe, parce qu'on se rappelle, le moment de force, c'est un vecteur. Même si on fait juste calculer son module, ça reste un vecteur. Donc, même si on ne connaît pas son orientation, on va quand même trouver le signe de sa composante. Donc, un moment de force dans un sens peut venir annuler un moment de force dans un autre sens, par exemple. Donc, dans le cas du cours, on va toujours travailler dans le plan XY. Donc, on va toujours en deux dimensions. Et un moment de force va être positif lorsque la force tend à induire une rotation dans le sens positif. Donc,
c'est assez simple. Quand on faisait la somme des forces, on avait une force aussi, c'était positif si c'était dans le sens positif et négatif si c'était dans le sens négatif. Mais là, ici, c'est quoi le sens positif? Donc, on va devoir se définir ça. Ici, je commence d'abord par illustrer deux exemples. Donc, on a deux objets, là, un objet bleu à gauche et un objet brun à droite. Les deux sont fixés à un certain point P, là, qui serait notre pivot. Et on a une force qui s'applique sur chacune. Dans les deux cas, le moment de force qui est créé est positif. Donc, le module, on va dire, la composante du moment de force va être plus grande que 0. Donc, quel est ce sens positif? Le sens positif, il va de l'axe X vers l'axe Y. Alors, on va y aller une situation à la fois. Si on regarde l'exemple à gauche, donc j'ai choisi un système d'axe standard, là, X est horizontal vers la droite, Y vertical vers le haut. Bien, la direction de X, si je tourne vers la direction de Y, ça me fait cette direction-ci. Donc, il faut tourner en sens anti-horaire. Et ça, c'est le sens positif. Donc, le sens positif, c'est dans quel sens on devrait tourner pour que l'axe X soit aligné avec l'axe Y essentiellement. Donc, de X vers Y, en ordre alphabétique, si ça peut vous aider là, à vous en souvenir. Donc, sur l'image de gauche, la force crée un moment de force positif parce que la force, si on regarde où elle est appliquée et sa direction, bien, par rapport au point pivot, bien, on peut s'imaginer que l'objet, en tirant avec cette force-là, l'objet va tourner dans le sens anti-horaire. Et à cause du choix de notre système d'axe, anti-horaire, c'est positif. Pour l'image de droite, là, on a choisi un axe des X vers en bas à droite, Y vers en bas à gauche. Donc, c'est un choix qu'on peut faire. Là. Ça ne change rien. Mais l'axe ici, pas l'axe, pardon, mais le sens de rotation positif, encore une fois, c'est de X vers Y. Sauf que ce qu'on remarque ici avec notre choix de système d'axe, c'est que X vers Y, c'est dans le sens horaire que ça va être positif. Alors, c'est pour ça que ici, notre objet, avec la force qu'on applique, la force tend à induire une rotation dans le sens horaire. Donc, ce moment de force va être positif. Donc, quand on va faire des équations, là, somme des moments de force égale moment d'inertie fois accélération angulaire, ben, il faut mettre les moments de force positifs s'ils tendent à induire une rotation dans le même sens que x vers y, et ça va être négatif dans le sens contraire. Donc, c'est la définition qu'on va utiliser, qui va fonctionner tout le temps, et plus tard, là, si vous allez en génie mécanique ou en génie civil à l'université, vous allez utiliser la version vectorielle du moment de force et ça va revenir au même. Ça va vous donner exactement la même convention de signe. Je profite de ces deux petits exemples pour qu'on illustre encore une fois le vecteur distance et l'angle qu'on utiliserait dans nos équations. Donc ici, oui, on a juste déterminé le signe du moment de force, mais si on avait voulu trouver sa valeur, ben, le vecteur D part toujours du point pivot et se termine au point d'application de la force. On continue ce vecteur-là pour avoir l'angle donc entre cette direction de D et la direction de F. Donc la valeur de D fois la valeur de F fois le sinus de l'angle θ illustré nous donnerait la valeur du moment de force qu'on aurait considéré positif dans ces deux cas. Je fais maintenant un exemple de sens négatif. Donc, à gauche, j'ai gardé le même système d'axe, mais à droite, j'ai fait un système d'axe différent, donc Y vers le haut et X vers la gauche. Donc, ici, le sens positif, c'est la même chose de X vers Y. Donc, sur l'image de gauche, X vers Y, c'est anti-horaire. Étant donné que notre force F sur l'objet de gauche, donc si on est fixé au point pivot qui est ici, je tire avec une force F dans cette direction, donc en bas à droite, mais on voit que notre objet aurait tendance à tourner dans le sens horaire, et c'est le sens anti-horaire qui est positif, donc notre moment de force va être négatif dans ce cas-ci. À droite, avec notre système d'axe Y vers le haut, X vers la gauche, donc X vers Y, ça c'est en sens horaire. Alors le sens horaire va être positif, et ici, bien, la force qui s'applique tend à tourner en sens anti-horaire, donc en sens négatif. Alors maintenant qu'on a vu comment calculer les moments de force, distance fois sinus de l'angle, encore une fois ici j'ai illustré là, les vecteurs distance et les angles θ qu'on utiliserait. Donc maintenant qu'on a su comment calculer les valeurs, maintenant qu'on a su comment gérer les signes, je pense qu'on est prêt pour un exemple plus complet, un exemple un peu plus avancé de calcul de moment de force.